Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc, l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement, et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement, il veut signer le protocole de Kyoto, eh bien nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour: celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers. And they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. Anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Le nouvel ordre mondial se tient d'ici aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité, c'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Et Volton? Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs crée eux-mêmes et aggrave eux-mêmes, pour justifier comme solution le gouvernement. Quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, vous voyez. Vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et l'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais nous sommes dans une guerre civile, dont, à mon avis, on n'aurait pas dû se mêler. Une guerre civile entre les Russes pro-russes et les Russes différents qui sont en Ukraine, une partie des Ukrainiens. Et cette guerre civile peut, si on s'y laisse entraîner, conduire à une guerre mondiale. Absolument. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Vous pouvez être certain que quelle que soit la personne qui sortira des urnes, que j'appelle les urnes funéraires, ça sera quelqu'un à la solde du pouvoir économique global. En réalité, vous avez des grosses structures économiques qui ont pris le contrôle des États via la monnaie, via le système politique et également via surtout tout un système économique global. Ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent qui votent. Et ça, c'est une citation de Staline qui avait parfaitement compris le sujet. Comprenez bien que les élections est un processus parfaitement maîtrisé par ces gens qui ont pris le contrôle de l'humanité et qui sont, encore une fois, je le répète, et je l'ai bien expliqué dans mon ouvrage qui s'intitule « Les raisons cachées du désordre mondial », en réalité, ce sont les grandes structures économiques qui ont pris le pouvoir politique dans tous les États d'Europe occidentale. Vous savez probablement aussi bien que moi que, quelle que soit la qualité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une entreprise pharmaceutique, d'une entreprise biomédicale, d'une entreprise énergétique, d'une entreprise alimentaire, d'une entreprise d'armement, on retrouve très souvent les mêmes actionnaires aux commandes et très souvent aussi ces actionnaires, en tout cas on a des actionnaires communs qui s'appellent Vanguard et BlackRock.
Je pense que c'est très clair. Klaus Schwab les a parfaitement élucidés en écrivant son livre sur le Grand Reset, la grande réinitialisation. Donc les objectifs sont parfaitement avoués. Il s'agit de réinitialisation économique, réinitialisation monétaire et nous découvrons réinitialisation biologique des individus avec contrôle intégral, y compris éventuellement de la pensée et en tout cas des actions. Je rappelle quand même que vous avez l'entreprise Microsoft qui a déposé un brevet qui concerne le minage de monnaie, et ce minage est lié à une activité corporelle des individus. Donc vous aurez des récepteurs et l'individu interagira avec des récepteurs externes qui seront contrôlés donc par une entreprise privée et qui permettront ou pas l'affectation monétaire. Donc on se rend bien compte que là on est dans un contrôle de l'individu qui est inédit dans l'histoire. Donc en effet, le Grand Reset de Davos s'inscrit dans ce vaste mouvement dont on peut estimer que la tête est finalement la Chambre de commerce internationale. Ce sont les grands commerçants, les marchands du temple, les marchands du temple, si vous voulez, qui ont pris le contrôle des populations, des États et de la politique. Alors, il faut comprendre que l'idée même de gouvernement mondial est forcément autoritaire et dictatoriale, parce que vous ne pouvez pas imposer un modèle unique à tous les endroits de la planète. Donc, c'est par nature, par essence, c'est dictatorial. Il est clair, ils l'ont dit, ils ne s'en sont jamais cachés. Pour contrôler la majorité, pour contrôler la population, ils ont besoin d'une réduction de la population. Les gens qui ont le contrôle actuellement de notre État ne renonceront jamais. L'État actuel est entièrement dominé par le système bancaire. Donc, oui. Vous parliez de la domination des multinationales. Vous parlez vraiment de la première d'entre elles, c'est selon vous, ces banques. Quel fait vous permet d'affirmer que les banques dominent la politique mondiale ? Alors, ce n'est pas un fait, c'est un mouvement historique en fait. Les banques dominent la politique parce que tout simplement la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, comme Napoléon l'avait parfaitement décrit. Et en réalité, les banques ont pris le contrôle des systèmes monétaires d'abord en interne, par la création de banques centrales qui ont géré les masses monétaires en circulation. Et maintenant, au XXe siècle, ce système s'est totalement intégré au niveau international, avec la BRI, les institutions de Bretton Woods. Et actuellement, tout ça est en transition puisqu'on s'achemine lentement, de moins en moins lentement d'ailleurs, vers un renouveau du système financier international, mais qui n'en sera pas moins centralisé et intégré. Toutes les banques centrales du monde aujourd'hui fonctionnent selon ce système. Par exemple, la Réserve fédérale américaine, c'est le même système. Bien entendu, la Réserve fédérale américaine, ce sont des capitaux privés qui sont derrière. La Banque de France, vous savez bien qu'elle est née sous forme de capitaux privés. Elle a été nationalisée en 1945, mais néanmoins, les forces en présence à l'intérieur de l'État français ont fait que ce soit des hauts fonctionnaires ou des personnalités issues du privé, c'est toujours les mêmes forces oligarchiques qui sont à l'œuvre. Vous parlez également donc de ce contrôle des monnaies et de l'anonymat des capitaux qui, selon vous, sont les deux mamelles de ce système bancaire. Absolument. Le contrôle des monnaies via le système des banques centrales qui contrôle les masses monétaires en circulation et les réglementations bancaires, puisqu'il ne faut pas oublier que les banques privées sont chapeautées par les banques centrales. Aujourd'hui, ça se passe à Bâle, donc c'est-à-dire au sein de la BRI. La BRI est devenue la banque centrale des banques centrales, c'est-à-dire qu'elle chapeaute, elle pilote les politiques de toutes les banques centrales affiliées de façon centralisée. La banque des règlements internationaux. D'accord, la BRI, d'accord. La BRI. Donc il ne faut pas s'étonner que des décisions soit appliquée de la même façon par la Banque du Japon, par la Banque centrale européenne ou la Fed, puisque tout ça est centralisé. Ces banques centrales ne sont plus autonomes au sens politique du terme. Elles sont autonomes parce qu'elles sont toujours dans des mains privées, mais c'est géré de façon centralisée et coordonnée par la Banque des règlements internationaux. Vous dites dans votre ouvrage, Valérie Bugeaud, que ce sont ces institutions internationales qui décident en gros qui est riche, ou en tout cas qui se développe dans le monde et qui ne se développe pas.
Absolument, puisque à partir du moment où vous contrôlez les masses monétaires en circulation, vous contrôlez l'affectation des ressources. Et de façon historique, les banques centrales n'ont eu de cesse de développer les gros conglomérats. C'est comme ça que les multinationales américaines sont nées, parce qu'elles ont eu le soutien financier adéquat. La capacité de se réunir en groupe. Non, la capacité de grossir, la capacité de grossir, de faire du développement externe en rachetant ses concurrents. Enfin, vous voyez, la capacité l'immense capacité de prédation dont bénéficient les grosses entités. Voilà. Mais selon vous, est-ce que l'État est victime sous contrôle capitalistique, mais anonyme. Ce qui fait que en fait, la prédation peut se faire d'autant plus aisément qu'on ne sait pas qui détient le capital. Qu'il est très difficile de remonter le fil des détenteurs réels du pouvoir. D'accord. Voilà. Je pensais à un labyrinthe. Voilà. Ça m'évoque le labyrinthe parce qu'on ne sait pas trop où on va, on avance, mais... Le fait que le parlementarisme impose des élections en permanence pour voter pour des élus, etc., la prétendue démocratie, donne en réalité le pouvoir intégral à ces partis politiques, puisque le parti qui gagne envoie aussi des émissaires au gouvernement, etc. Donc derrière l'apparence de séparation des pouvoirs, en réalité, les partis politiques concentrent les pouvoirs. Et les partis politiques, c'est comme les banques centrales, ils sont pas vraiment indépendants. Ils sont dépendants de ceux qui leur apportent les capitaux, qui leur permettent de se présenter. Oui. Parce qu'une campagne électorale, ça vaut très très cher. Donc, alors quand on l'a vu d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy qui avait un petit peu dépassé apparemment. Quand c'est en circuit fermé, c'est-à-dire que tout ça est financé en interne par la population, ça peut encore passer. Mais à partir du moment où les financements deviennent externes, et on est absolument dans un système totalement comme ça aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de limite au pouvoir absolu des partis politiques et donc des créanciers des partis politiques. Et donc derrière, vous avez les principaux propriétaires de capitaux qui détiennent le pouvoir politique sans dire son nom, donc toujours de façon cachée, c'est aussi le titre de mon livre, vient aussi de ça, c'est que l'apparence ne correspond plus du tout à la réalité des pouvoirs. Voilà. Donc vous fixez, Valérie Bugeaud, la date de la mort de notre État, de la Ve République, donc à cette première loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020. Oui, je situe formellement parce que vous la savez date de comme mon moi... anniversaire. Oh, mon Dieu. Alors là, c'est un anniversaire qui va rester dans l'histoire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà eu évidemment des coups de canif dans le contrat de la Ve République, puisque vous savez bien qu'au moment où le traité de Lisbonne a été formellement validé par le Parlement, il ne respectait pas la volonté populaire. Donc déjà, à ce moment-là, il y avait un sérieux problème de légitimité politique. Néanmoins, à partir de cette loi du 23 mars 2020, nous assistons à une nouveauté qui est que le pouvoir politique, l'équipe dirigeante, l'équipe qui compose le pouvoir exécutif français, s'est affranchi définitivement de tout carcan institutionnel antérieur. Donc c'est une étape supplémentaire dans la destruction des institutions françaises. Ils se sont affranchis des règles de la Ve République au profit de puissances étrangères qui sont, selon vous, les États-Unis? Non, je ne dirais pas ça. Je ne pense pas que ce soit les États-Unis parce que je pense que nous sommes dans le pouvoir global, économique global, et qu'en réalité, nous avons dépassé le stade de nations et des États. Donc il ne s'agit pas d'État contre État, mais il s'agit des multinationales contre les puissances politiques qui composent les États et surtout les citoyens, enfin les habitants des différents pays. Donc nous ne sommes plus dans le cadre géopolitique que nous avions connu jusqu'à encore assez récemment, et en tout cas qui servait de coquille aux analystes géopolitiques, mais qui était déjà une coquille vide. Et ça, je l'ai bien expliqué à l'occasion de mon premier livre, justement le premier tome, des raisons cachées du désordre mondial. En réalité, vous avez des grosses structures économiques qui ont pris le contrôle des États via la monnaie, via le système politique et également via surtout tout un système économique global. Vous pouvez être certain que quelle que soit la personne qui sortira des urnes, que j'appelle les urnes funéraires, ça sera quelqu'un à la solde du pouvoir économique global. Donc que ce soit Macron, que ce soit n'importe qui d'autre, même une tête que nous ne connaîtrions pas. Marine Le Pen, Éric Zemmour. Absolument, tous ces gens-là travaillent dans le système. Le lieutenant de M. Attali, Audrey Tcherkov. Voilà. Donc en réalité, quelle que soit la personne qui émergera si élection il y a,
les rapports de force sont tels aujourd'hui, ils ont tous les leviers à leur disposition, il n'est pas possible que cette personne ne soit pas à leur service. Vous savez probablement aussi bien que moi que, quelle que soit la qualité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une entreprise pharmaceutique, d'une entreprise biomédicale, d'une entreprise énergétique, d'une entreprise alimentaire, d'une entreprise d'armement, on retrouve très souvent les mêmes actionnaires aux commandes et très souvent aussi ces actionnaires, en tout cas on a des actionnaires communs qui s'appellent Vanguard et BlackRock. Donc Vanguard est actionnaire de BlackRock, BlackRock actionnaire de Vanguard, mais personnellement je n'ai jamais réussi à trouver quelles étaient les personnalités physiques qui se cachaient derrière. L'anonymat des capitaux. Bien sûr, c'est un système économique qui a été mis en œuvre et que, une fois de plus, on appelle système capitaliste, mais qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est le modèle capitalistique hollando-britannique. C'est quoi l'intérêt pour eux de détruire tout, en fait? Écoutez, c'est pas l'intérêt, c'est le mouvement naturel, la pente naturelle de ce contrôle du monde qui est effectué depuis déjà 250 ans par les forces économiques globales. Ils ont toujours œuvré en sous-main et en prévoyant le moment où ils prendraient le pouvoir officiel. Et cette histoire de nouvel ordre mondial, de gouvernement mondial, est en effet le moment précis où le pouvoir officieux devient officiel. Donc c'est la raison pour laquelle des gens comme Nicolas Sarkozy avaient dit « personne ne pourra s'opposer à l'avènement du gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, c'est un acquis ». C'est un acquis pourquoi? Parce que ces forces-là avaient déjà le contrôle officieux de nos États, mais qu'ils envisageaient de franchir l'étape du contrôle officiel. Rien ne pouvait les en empêcher puisqu'ils avaient supprimé tous les contre-pouvoirs, ils avaient préparé le terrain en supprimant tous les contre-pouvoirs politiques. Donc en effet, le grand reset de Davos s'inscrit dans ce vaste mouvement dont on peut estimer que la tête est finalement la Chambre de commerce internationale. Ce sont les grands commerçants, les marchands du temple, si vous voulez, qui ont pris le contrôle des populations, des États et de la politique dans tous les États affiliés à cette domination financiaro-monétaire qui se formalise sous la forme de l'empire maritime. Il est clair, ils l'ont dit, ils ne s'en sont jamais cachés. Pour contrôler la majorité, pour contrôler la population, ils ont besoin d'une réduction de la population. Et ça, ce projet de réduction de la population n'est pas du tout nouveau. Il est clairement affirmé depuis le Club de Rome. Donc depuis les années 70. Ça, c'est un projet qui est souvent répété par Bill Gates, enfin, qui ne s'est jamais caché. Enfin, tous ces gens-là ne se sont jamais cachés de ça. Donc, ils veulent contrôler la population. Ça passe par une réduction de la population. Et nous découvrons aujourd'hui, avec tous les brevets qui ont été déposés, etc., que pour contrôler le reste de l'humanité, ceux qui n'auront pas disparu, eh bien, ils envisagent de rentrer en fait dans l'intimité biologique de la personne. Alors eux, ils traduisent ça par le transhumanisme, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir trouver la source de la vie éternelle, finalement. Mais au détriment de la majorité des gens qui est considérée comme du bétail pour ces gens-là. Donc toutes leurs expérimentations seront faites sur le bétail dont nous faisons partie. Nous sommes le bétail pour ces gens-là. Donc effectivement, ils vont contrôler il y a des tas de recherches qui sont faites actuellement dans l'objectif de contrôler l'activité cérébrale. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler vos émotions, ils vont contrôler... Et donc, vous ne vous appartiendrez plus. C'est-à-dire que c'est la fin de l'humanité telle que l'on a connue, avec une capacité de discernement, une capacité d'autonomie de pensée, d'action. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que c'était en effet la fin de l'humanité. Et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur Messie. Pour moi, ça a été difficile. Je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps à admettre cette réalité-là. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là,
le fait que ce sont des messianistes. Effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos. Ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts à eux, bien entendu. C'est le chaos constructif. On détruit pour construire vers quelque chose vers le but auquel ils veulent nous amener. Alors déjà, commencer par définir ce qu'est le mondialisme. La définition que je propose, c'est un système totalitaire, politico-religieux, j'y reviendrai plus tard, qui vise à plusieurs choses, qui vise à la mise en place d'une gouvernance mondiale, à une religion mondiale, une grande religion inclusive, on va dire, qui vise également à la dépopulation, à la fin de la propriété privée, à la destruction de la famille et des valeurs traditionnelles, à la normalisation des perversions et des déviances. Et ce projet est porté par une véritable secte qui fonctionne comme une mafia. Et donc vous avez vu, j'ai décrit comme un système totalitaire. Je pense que le mot n'est pas trop fort, parce que le mondialisme cherche, et c'est justement l'enjeu de son projet, c'est de s'assurer un contrôle sur tous les aspects de notre existence. Je parle de totalitarisme parce qu'on est dans une société de surveillance généralisée. Donc ça se fait, notamment, vous voyez, au nom de la lutte contre l'insécurité. Vous voyez là, avec les Jeux Olympiques qui se profilent en France, cette surveillance généralisée est en train de se mettre en place. On parle même de confinement olympique, on parle de reconnaissance faciale, on parle de surveillance partout dans Paris avec des drones, etc. Donc ça, c'est pour le volet, on va dire, sécuritaire plus classique. Mais vous avez aussi quelque chose qui est moins connu et qui est aussi en train d'arriver, c'est ce qui s'appelle les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Ça, c'est un projet de longue date qui est porté par les grandes structures financières mondialistes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va passer une monnaie numérique, mais une monnaie qui ne sera plus émise par les banques, donc les banques de détail, enfin les grandes banques qu'on connaît aujourd'hui, mais par les banques centrales directement. Et donc l'intérêt de cette monnaie, qu'est-ce qu'elle permettra de faire? Elle permettra de contrôler vos dépenses, parce qu'une des caractéristiques des monnaies numériques, c'est qu'elles peuvent être programmables. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, vous aurez 2000 € de salaire, et sur ces 2000 €, vous aurez peut-être 200 € qui seront des euros essence. Et donc quand vous aurez épuisé votre stock d'euros essence, vous ne pourrez plus dépenser votre argent pour acheter de l'essence. On peut imaginer la même chose avec de la viande, avec des voyages en avion, etc. Quand vous avez des déclarations de certains qui vous disent dans l'avenir, on ne pourra plus prendre une ou deux fois des voyages en avion, en fait, ça sera grâce à ce biais-là. C'est-à-dire que vous ne pourrez même plus utiliser votre argent pour acheter ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet de Madame Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui dit, je crois que c'était l'année dernière, que ce projet est en bonne voie d'avancement et il va commencer à être déployé à l'automne de cette année. Et on commence à avoir déjà il prépare un peu le terrain à la mise en place de ces monnaies numériques de banque centrale. Et donc, comme tout projet totalitaire, le mondialisme vise aussi à une chose, c'est le contrôle des enfants. Et donc ça se manifeste aujourd'hui avec, par exemple, l'idéologie de genre qui est imposée de plus en plus à l'école primaire, la propagande LGBT, ce qu'ils appellent l'éducation aux droits sexuels, ce qui est une aberration. Et ça se fait sur les enfants. Et là encore, on voit toujours la dimension globale et totalitaire du mondialisme, puisque ces mesures d'éducation sexuelle, d'initiation au genre, au LGBT, etc., ne sont pas l'apanage des États, mais proviennent d'institutions supranationales comme l'OMS ou l'ONU. C'est-à-dire que les directives qui sont appliquées en France par le ministère de l'Éducation nationale, vous les retrouvez en Australie, vous les retrouvez en Allemagne, vous les retrouvez aux Pays-Bas. Donc c'est bien la preuve, et je développerai ce point un peu plus tard dans ma conférence, c'est que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être attribué à un État, mais bien un projet qui émane de structures mondiales. Et donc, en fait, ce qui est en train de se mettre en place sous nos yeux avec le mondialisme, c'est la création d'une véritable société totalitaire, perverse, même génocidaire, qui vise à éliminer certaines catégories de population.
et donc et où on met en application le fameux slogan du Forum économique mondial, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et donc le premier concept que je voudrais introduire, parce que avant de dire que faire, il faut bien maîtriser les outils. Et c'est ce que dit notamment le grand stratège chinois Sun Tzu, c'est « qui connaît son ennemi et se connaît lui-même, en sans combat ne sera jamais vaincu ». Donc il faut comprendre qui vous avez en face de vous. Alors le premier concept que je voudrais introduire, c'est celui de guerre hors limite, et de recadrer la lutte contre le mondialisme sous la forme d'une guerre. Parce que souvent, quand on parle de ça, et c'est un pli qu'on prend aujourd'hui, c'est-à-dire de voir tout par le spectre du politique et du combat politique électoral. C'est-à-dire les gens disent « oui, mais vous êtes contre le mondialisme, bon, c'est votre opinion, finalement les mondialismes, ils portent un autre projet, un projet différent du vôtre, voilà, on est dans l'opposition de projet contre projet. » Mais ça, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que ce que les mondialistes font, c'est une véritable guerre. C'est une guerre qui nous mène à nous, les peuples. Et donc c'est pour ça que j'introduis le concept de guerre hors limite, parce que la guerre a changé de nature. C'est-à-dire qu'autrefois, la guerre, c'était ce qu'on appelle les guerres conventionnelles ou les guerres de 3e ou 4e génération. Ce sont des guerres qui sont menées par des moyens militaires. Donc ça veut dire, c'est un peu ça, c'est ce à quoi on assiste en Ukraine, c'est-à-dire que vous voyez des soldats, des lignes de front, des bombardements, etc. Ça, ce sont les guerres de 3e et 4e génération. La guerre hors limite, dite guerre hybride, elle se caractérise par un élément important, c'est d'être multivecteur. C'est-à-dire on peut avoir des guerres conventionnelles, d'ailleurs c'est ce qui se passe en Ukraine, puisque l'Ukraine est un théâtre d'un front plus large. Vous avez une guerre conventionnelle, mais qui va être accompagnée d'autres actions qui vont se placer sur d'autres fronts. Donc vous allez avoir par exemple une guerre économique. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans le cas de la Russie avec les sanctions. Et c'est déjà ce qu'on avait eu en Irak, c'est ce qu'on avait eu avec l'Iran, etc. Vous allez avoir une guerre du droit. Par exemple, les États-Unis utilisent le dollar. Ils utilisent un principe qui s'appelle l'extraterritorialité du dollar pour pouvoir sanctionner toute société ou toute nation qui commerce en dollars. Et comme toutes les matières premières sont libellées en dollars, ça donne un droit d'ingérence des États-Unis dans les affaires de tous les pays et de toutes les entreprises. Donc ça, c'est un instrument de guerre économique. Vous allez avoir une guerre de l'information. Alors ça, j'y reviendrai dans la première partie de cette conférence. Ça va être justement maîtriser le récit médiatique. Vous allez avoir aussi une guerre psychologique. Et ça, c'est très bien résumé par quelqu'un que je cite beaucoup dans mes essais, qui s'appelle le professeur James Gordiano, qui est membre du DARPA et qui est professeur à West Point. West Point, c'est l'équivalent de Saint-Cyr pour l'armée américaine, qui forme les officiers. Il y a une très belle conférence où il dit « Le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est un des aspects de la guerre hors limite, c'est que le but, c'est pas juste d'occuper le terrain physique, comme ce qu'on peut voir en Ukraine, où vous voyez, les commentateurs, on s'attache à quelle ville a été reprise, est-ce qu'on a repris Kharkov, Mariupol, etc. Là, la guerre cognitive, ça veut dire que vous devez contrôler les cerveaux. C'est combien de cerveaux vous arrivez à contrôler. Donc c'est ça la guerre, ce sont les différents aspects de la guerre hors limite. Et donc ça, c'est important parce que vous comprenez très bien avec les quelques exemples que je viens de vous donner, aussi bien les sanctions sur la guerre économique, cette guerre cognitive, cette guerre de l'information, c'est que la guerre hors limite ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui pensent qu'ils pourront, entre guillemets, passer entre les gouttes, que le combat contre les mondialistes ne les concerne pas, ben vous avez tort. Parce que les mondialistes vous ont déclaré une guerre, vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans une guerre hors limite, et vous êtes des protagonistes de cette guerre. Et à travers notamment la propagande, sur laquelle je reviendrai, le mondialisme essaye de prendre le contrôle de votre cerveau et à développer des stratégies pour le faire. Donc ça, c'est très important de comprendre cet aspect-là et de bien comprendre, de tout recadrer dans le terme guerre. Nous sommes réellement en guerre. Et le président de la République le disait, nous sommes en guerre, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il est en guerre contre vous. Il est en guerre contre son propre peuple, mais ce n'est pas propre au président Macron. Le président américain, par exemple Joe Biden, est en guerre contre le peuple américain, comme l'était Obama avant lui. Angela Merkel était en guerre contre le peuple allemand. Le gouvernement australien était en guerre contre le peuple australien, etc. Donc il faut voir ce qu'on est en train de vivre, toute la séquence qu'on est en train de vivre aujourd'hui, sous ce prisme-là, sous le prisme de la guerre. Alors la question centrale, une fois qu'on a dit qu'on est en guerre, et qu'il y a une guerre qui est menée aux différents peuples du monde, c'est qui ? Qui est derrière cette guerre ?
Alors, je voudrais vous citer quelqu'un qui s'appelle James Warburg. Je vous dirai plus tard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui il est, qui disait, c'est la chose suivante, devant le Congrès américain en 1950. Il disait, très candidement, je vous cite, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La question est seulement de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. » Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Warburg font partie de ces grandes dynasties qui sont en fait des dynasties mondialistes. Donc, j'ai cité les Warburg qui sont peu connus, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissaient. Vous avez les Rothschild, bien sûr, qui sont très connus, les Rockefeller, il y en a d'autres, il y a les Wallenberg en Suède également. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant quand on travaille sur le mondialisme, c'est qu'on se rend compte que ce sont des nouvelles dynasties qui ont remplacé les anciennes dynasties, ou alors qu'ils les ont infiltrées et cooptées, notamment toute l'aristocratie européenne, enfin la haute aristocratie européenne. Donc soit ils ont été neutralisés, soit ils ont été intégrés au projet. Et donc en fait, on a remplacé des structures de pouvoir par d'autres structures de pouvoir, à la différence que contrairement aux anciennes noblesses, qui étaient des noblesses qui s'étaient illustrées par des hauts faits, des services rendus à la couronne, etc., ces nouvelles dynasties sont des dynasties qui s'appuient essentiellement sur l'argent, qui tirent leur pouvoir de l'argent, de la finance, de l'industrie. Donc, par exemple, les Rothschild, c'est la finance, et notamment l'invention des banques centrales. Les Rockefeller, c'est plutôt l'industrie, c'est le pétrole, c'est le chemin de fer. Et donc, ça, c'est une nouvelle caractéristique. Et puis, c'est aussi un pouvoir qui est transnational. C'est-à-dire qu'autrefois, la noblesse, l'aristocratie était ancrée, enracinée dans un terroir. Là, vous avez des gens qui n'ont pas d'attachement à une terre. Au contraire, ils se voient comme des nomades, ils se voient comme des apatrides. Ils n'ont pas d'intérêt lié à un peuple ou à un pays. Et enfin, dernière caractéristique, c'est que ce pouvoir est caché. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce que de tout temps, tout pouvoir a voulu montrer son existence et montrer son pouvoir. Par exemple, ici, nous sommes en Bretagne, nous avons le Parlement de Bretagne, nous avons les comtes de Bretagne. Moi, je viens de Lorraine, il y avait les ducs de Lorraine. Tout le monde savait que quand vous étiez sur ces territoires, il y avait un duc ou un comte ou un roi pour un royaume. Et donc, c'était sa loi, c'était sa religion. Quand il envoyait des marins, par exemple, dans le cadre des grandes découvertes, ils plantaient leur drapeau et maintenant, on savait que c'était la propriété de la couronne. Ce qui a changé avec le pouvoir mondialiste, c'est que c'est un pouvoir qui veut cacher la réalité de son pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'un pouvoir qui est caché, c'est un pouvoir qui ne peut pas être contesté. Quand les révolutionnaires ont voulu s'emparer de Louis XVI, ils savaient que Louis XVI était à Versailles et ils savaient que Louis XVI était le roi de France. Donc ils savaient où aller le chercher. Quand il y a eu, au moment de la Révolution française, des mouvements dans les différentes provinces, les révolutionnaires savaient où était Monsieur le Comte, où était le duc, on pouvait aller le chercher. Là, la différence avec le pouvoir mondialiste, c'est que c'est un pouvoir qui est sans visage. Moi, je dis toujours, pour plaisanter, si M. Macron était parmi nous, tout le monde le reconnaîtrait. Mais les gens qui sont derrière M. Macron, s'ils étaient parmi nous, peut-être ils seraient incognito, personne ne les connaît. Je veux dire, qui connaît ne serait-ce que les visages des Rothschild, des Rockefeller, ou même, eux, ce sont déjà des noms connus, mais il y a aussi d'autres gens, des grandes familles très puissantes qui cachent leur argent dans des trusts, etc. Personne ne les connaît. Leur nom disparaît. Même leur nom est même effacé des classements des grandes fortunes, etc. Donc vous voyez, on est dans un pouvoir qui est sans visage, mais qui le fait à dessein, et qui cache aussi sa fortune. Par exemple, je viens de l'évoquer à l'instant, il crée des montages financiers absolument improbables avec des paradis fiscaux, des trusts dans des trusts, etc., qui fait que même si vous vouliez saisir leurs actifs financiers, ça c'est très difficile de le faire. Parce que c'est très difficile de remonter le jeu de poupée russe. Donc si vous voulez, vous comprenez mieux pourquoi on a cette volonté de mettre en avant le politique, parce que les politiques sont les fusibles. Le visage du pouvoir, que ce soit M. Macron, que ce soit M. Biden, que ce soit n'importe quel dirigeant politique occidental, on le met en avant parce que ce sont eux les paratonnerres. Ce sont eux sur qui la colère du peuple ou même les passions politiques vont se cristalliser, parce que c'est un moyen pour les gens qui sont derrière et qui les soutiennent et qui les financent de se protéger. Je vais vous donner quelques exemples. Il y avait M. Attali qui s'est vanté d'avoir mis le pied à l'étrier de M. Macron, qui dit dans un entretien « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, c'est même moi qui l'ai inventé ». Et vous avez le même type de propos qui est tenu par M. Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque ukraino-israélien, qui dit « Zelensky est ma marionnette et je suis le marionnettiste ».
Donc vous voyez, en fait, c'est ce pouvoir qui est caché. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un film qui s'appelle Le Guépard, peut-être que certains d'entre vous connaissent, de Visconti, où à un moment, c'est pendant la Révolution en Sicile, et le personnage, un des personnages du film, dit « Mais il faut que tout change pour que les choses restent les mêmes ». Et en fait, c'est ça le mondialisme, c'est-à-dire on va faire sauter les fusibles, on va enlever les marionnettes, on va enlever les pantins, mais nous, on reste derrière. Et on a créé un système extrêmement sophistiqué pour cacher notre rôle et notre influence. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qui existe de ça, c'est que des sommes absolument colossales sont dépensées par le système mondialiste, que ce soit dans les médias, que ce soit dans toutes les officines de fact-checking et autres, pour cacher le mondialisme, pour que personne n'évoque ce sujet. Vous voyez, par exemple, peut-être vous vous souvenez de ça, il y avait un économiste un peu connu en France qui s'appelait M. Gaël Giraud. Il a eu le malheur de faire une interview sur Thinkerview, il a évoqué les Rothschild. Il a parlé que M. Macron était l'homme des Rothschild, etc. Ça a été un tollé, il s'est fait crucifier dans la presse, et depuis, on ne l'a plus jamais revu. Il n'est plus invité nulle part. Parce qu'il a transgressé le tabou. Alors bien sûr, des gens comme moi, on parle de ça, mais on n'intervient pas dans les grands médias, on n'est pas en cours, si j'ose dire. Mais quand vous êtes à un certain niveau, il y a des choses dont vous n'avez pas le droit de parler. Et donc on vous parle toujours par exemple du communisme, de l'islamisme, de différentes idéologies, mais le mondialisme, on ne vous en parle pas. On ne vous en parle pas. Ce n'est pas quelque chose qui est présent dans les médias grand public. Jacques Attali, qu'on retrouve derrière tous les gouvernements depuis 20 ans, il commence avec Mitterrand et il est encore là avec Emmanuel Macron. Et Jacques Attali dit quand même, il y a une interview, on peut retrouver la citation, il dit « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai inventé, je l'ai créé totalement ». Il dit ça. Il y a Edmond de Rothschild, je crois, qui était l'employeur d'Emmanuel Macron, qui dit « Emmanuel Macron, c'est mon edge, ma couverture ». Donc, ces gens-là l'assument. Et ce qui est rigolo, quand on creuse le mondialisme, vous trouvez la même logique. Par exemple, Zelensky en Ukraine, on va parler de l'Ukraine, bien entendu. Vous avez Ihor Kolomoïski, qui est un immense oligarque chypriote israélien, je crois, qui a une immense fortune, qui était même gouverneur d'une région en Ukraine. Il dit, vous avez là encore, la citation peut se retrouver, dans un entretien au New York Times en 2019, il dit « Zelensky, je me vois comme le marionnettiste de Zelensky, je suis un monstre et il est ma créature ». Donc vous voyez, on retrouve le même discours de Kolomoïski vis-à-vis de Zelensky que d'Attali vis-à-vis de Macron. Et en fait, c'est comme ça que le mondialisme fonctionne. Il montre des pantins. Le mondialisme, il contrôle aussi le domaine, je dirais, alors militaire, mais au sens très large. Et dans le domaine militaire, j'inclus la guerre de l'information. Et donc, il contrôle l'OTAN, il contrôle essentiellement les services de renseignement de tous les pays, à commencer par la CIA, qui est vraiment son bras armé. Et en fait, quand vous travaillez historiquement sur le mondialisme, en fait, le gouvernement mondialiste, le vrai gouvernement, c'est le gouvernement des services de renseignement. Donc ça, c'est très intéressant. Bien sûr, l'OTAN et les médias. Et les médias, moi, je les inclus dans la partie militaire parce que c'est la branche propagande, c'est la branche lavage du cerveau des populations et surtout de leur faire le coup de génie. C'est de faire croire aux populations que le mondialisme n'existe pas. Donc ça, c'est la technique de base, c'est du complotisme. C'est Satan, voilà, on va dire. C'est du complotisme. Voilà, et c'est ça. Et donc là, vous parlez de Satan. Il y a la dernière dimension qui est la dimension spirituelle. On en parlera à la fin parce que le projet mondialiste est un projet religieux. Et ça, il faut le comprendre. Le projet mondialiste, il y a cette espérance messianique. C'est-à-dire qu'eux, ils attendent la venue de leur Messie qui est l'Antéchrist. Ça, ils le veulent et tout ce qu'ils font sur la partie spirituelle tend vers ça. Mais je veux vraiment que les gens qui nous écoutent ce soir et qui écouteront cette vidéo par la suite comprennent qu'on ne peut pas occulter la dimension spirituelle du mondialisme et le génie du mondialisme, comme il a appris à faire croire aux gens que la démocratie, les élections et tout ça, ça servait à quelque chose, il a appris aux gens que en fait, le spirituel n'avait pas sa place et que tout n'était que matériel. Il a fait croire aux gens qu'en fait, on pouvait mettre la religion de côté, que la religion n'avait plus rien à voir avec la vie publique, avec la morale, que c'était chacun faisait sa petite religion chez lui, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça a permis de faire ? Ça a permis de faire que la religion qui domine l'Occident aujourd'hui, c'est le mondialisme et c'est le satanisme. Le mondialisme, c'est un courant religieux et philosophique
qui consiste à unir le monde, l'humanité, une population mélangée, déracinée, dans le cadre de structures politiques administratives et avec une religiosité d'un Dieu unique, comme diraient les kabbalistes, l'Ensof. Alors vous expliquez, Pierre Hillard, que l'objectif des tenants du mondialisme, c'est d'arriver à un gouvernement mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça recouvre ? Alors, dans mon livre, donc Archives du mondialisme, je montre qu'il y a cette volonté de gouvernance mondiale liée avec monnaie mondiale. Et je présente en particulier les propos de la revue The Economist, qui annonçait à l'horizon 2018, dans une revue de 1988, une monnaie mondiale, Phoenix, ou un autre nom, peu importe, et des documents aussi de The Economist qui présentent un projet en 1990 d'une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Et chose très intéressante, vous avez l'Union européenne accolée à l'Amérique du Nord avec l'Angleterre qui fait le lien. Et le Brexit rentre dans cette catégorie. Et vous avez des blocs, Eurasia, Confuciania pour la Chine, Hinduland pour l'Inde, Islamistan pour le monde musulman. Et ce projet donc va de pair avec la monnaie mondiale. Et il faut rappeler, et c'est ça que j'explique dans ce livre, que ces projets actuels, défendus entre autres par la City de Londres, s'appuient sur des idéaux anciens. Vous avez par exemple l'Utopia de Thomas More en 1516 qui développait le même idéal d'un monde unifié, population mélangée, des populations devant déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner, nomadisme. Vous avez le fameux bouquin d'Émeric Crusset qui appelait en 1623 dans son livre Le Nouveau Ciné à une monnaie mondiale, capitale du monde Venise, la Sérénissime, un monde mélangé et toujours un Dieu unique, référence à l'Ensof de la Kabbale. Et j'ai montré en particulier que là où les choses commencent à s'accélérer, c'est le XVIe siècle avec les Pays-Bas, enfin la Province-Unie, où vous avez la première communauté marane qui crée ce pôle financier avec Amsterdam. Et ce pôle financier va perdurer grosso modo un siècle, et dans la deuxième moitié du XVIIe, vous avez cette bascule de ce pôle financier des Pays-Bas à Londres, avec la City de Londres, l'accord conclu entre Menasseh ben Israël et Cromwell. Et on vit sur cet acquis, si je puis dire, depuis les années 1650-1660. J'aimerais, Pierre Hillard, qu'on revienne sur ces factions oligarchiques, ces deux factions qui s'opposent dans l'établissement de ce gouvernement mondial. Oui. Qui sont-elles? Comment se sont-elles organisées? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu leur portrait? Alors, vous avez, en gros, les deux mondes, c'est la City de Londres, ancienne, qui a toujours voulu une gouvernance mondiale, et vous avez une branche rivale, deux branches, disons, aux États-Unis, la branche pro-City de Londres, c'est la famille Rockefeller, et d'ailleurs vous avez les mémoires de David Rockefeller qui dit à peu près ceci, il dit « Certains m'accusent, moi et d'autres, d'agir contre les intérêts des États-Unis en faveur d'une gouvernance mondiale. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. » Et vous avez une autre faction, à la Steve Bannon, qui, elle, cherche le maintien de la prééminence du dollar en lien avec le pétrodollar. Donc, en fait, ce sont des bagarres internes pour une finalité commune. Et déjà, on avait ce combat au temps de Cecil Rhodes. Donc, fin 19e, début 20e, vous aviez une partie qui voulait une gouvernance mondiale sous l'égide de la City de Londres, l'Empire britannique, et puis l'autre qui voulait suprématie mondiale, mais dans le cadre américain. Cecil Rhodes, qui était un professeur à l'université d'Oxford. Alors lui, c'est Cecil Rhodes, R-O-T-H, professeur à Oxford. Cecil Rhodes, Rhodesi. Lui, il est mort en 1900 ou 1902, et c'est lui qui a donné naissance à l'impérialisme vraiment anglo-saxon et qui a permis, par exemple, à des Lionel Curtis, créateur du Chatham House en 1919 et l'équivalent américain le CFR, de poser les bases d'une gouvernance mondiale, entre autres avec ce qu'on appelle les bourses d'études. Cecil Rhodes depuis 1904 et par exemple, vous avez Bill Clinton qui était bourse d'études Cecil Rhodes pour occuper des postes clés dans le domaine politique, économique, journalistique, militaire et faire progresser la gouvernance mondiale. C'est un projet ancien. On voit souvent, Pierre Hillard, que les États-Unis et la Russie se livrent encore en une sorte de guerre froide aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que la Russie de Vladimir Poutine s'oppose à ce gouvernement, à l'établissement de ce projet mondial de gouvernement? La Russie de Poutine s'oppose à un certain type de gouvernance mondiale. En fait, Poutine et ses comparses sont pour la gouvernance mondiale. Il a dit lui-même, en 2014, je le cite de mémoire, « Je suis pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, des unions régionales constituant cette gouvernance mondiale, mais des unions régionales respectant les intérêts de chacun. »
Or, la faction oligarchique américaine veut la prééminence du monde américain aux dépens des autres. Donc en fait, ce sont des rivalités dans le partage du gâteau. La finalité est la même, mais les chemins pour y arriver diffèrent. C'est l'enfer qui est divisé contre lui-même. Qu'en est-il de la Chine alors ? Alors, la Chine, c'est très intéressant, j'en parle dans ce livre, la Chine est un point capital dans la gouvernance mondiale, et en particulier, je vais vous citer Chatham House, qui est donc cet institut créé en 1919 pour tout ce qui est affaires étrangères, l'équivalent américain, le CFR, l'équivalent canadien, c'est le CIC. Enfin, au début, ils avaient un autre nom, mais actuellement, c'est le CIC. Et je montre qu'en fait, que ces élites, en particulier le CIC canadien, ces élites anglo-saxonnes ont joué un rôle capital dans l'équivalent du CFR chinois, la création du CFR chinois en 1948-49, avec le CPIFA, le Chinese People Institute of Foreign Affairs, citant deux langues, anglais-chinois. Ces gens-là veulent aussi une gouvernance mondiale, mais pour la Chine, ils veulent une grosse part du gâteau. Et en face, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et le fait que la Chine soit gouvernée quand même par un modèle communiste, est-ce que ça ne va pas poser problème dans le fait que de l'autre côté, ils ne sont pas vraiment communistes, on va dire ? Ce que je montre en particulier, c'est que les élites anglo-américaines apprécient le modèle chinois, avec cette surveillance du faciès, des contrôles en tout genre. Oui, qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà. Et en fait, la Chine représente un modèle à imiter, mais simplement, en dehors du modèle à imiter, ils n'arrivent pas encore à s'entendre parfaitement dans le partage du gâteau. Il faut bien comprendre, c'est le principe d'Al Capone, le contrôle de la production d'alcool frelaté, où vous aviez différents clans qui se tapaient dessus, dans les années 20, années 30. Ils voulaient la même chose, simplement ils ne s'entendaient pas dans le partage des zones à contrôler. Voilà. Eh bien, à une échelle planétaire, c'est le principe d'Al Capone. Ils se tapent entre eux, mais pour une finalité commune. J'aimerais, Pierre Hillard, qu'on revienne 2 secondes sur cette fameuse monnaie mondiale. On voit qu'aujourd'hui, avec la volatilité des devises, je pense qu'un tel outil de cette monnaie internationale permettrait justement de réduire, d'augmenter la stabilité des taux de change et justement d'éviter les krachs boursiers. Ça... On croirait BFM. Entendre BFM. Je me fais l'avocat. Oui, j'ai bien traduit. En fait, c'est une monnaie pour... Alors, il faut d'abord commencer dans l'ordre. Vous avez différentes banques centrales, la Fed, les États-Unis, le BCE, etc. Mais en fait, la maison mère, la banque des banques, c'est la BRI, la Banque des règlements internationaux. Le siège est à Bâle. Et si vous voulez rentrer dans cette banque BRI, impossible. Même la police suisse ne peut pas. Donc, c'est un État dans l'État. Donc, déjà, mauvais signe. Quand vous avez un système qui est coupé des instances démocratiques, puisque, paraît-il, on vit en démocratie, que c'est le peuple qui est souverain, eh bien, quand vous voyez que même les autorités policières et juridiques ne peuvent pas rentrer dans ces bâtiments pour une raison X, c'est qu'il y a un État dans l'État. Oui, le président de la Fed est nommé par le président des États-Unis. Je parle de la BRI. Justement, au contraire de la BRI, oui, mais qui est totalement séparé. Alors attention, pour la Fed, c'est un institut privé, et en fait, on présente un bonhomme, et le président des États-Unis est invité à donner... À choisir entre l'un ou l'autre, qui sont à peu près les mêmes. Oui, c'est-à-dire A et A'. Bon, autant dire que il ne se trompe jamais. Donc, cette volonté de mettre en place une monnaie mondiale, c'est au service d'une oligarchie apatride. Et en particulier, il faut toujours mettre en lien la monnaie mondiale avec l'organisation politique du monde, déjà annoncée par Thomas More ou Francis Bacon, ou encore, comme il s'appelle, Émeric Crusset, 16e et 17e siècle, mais dans la Révolution française, j'ai montré en particulier, déjà dans la classe du mondialisme, cette volonté de créer une France en damier, en carré. Vraiment un truc bien administratif. Et vous avez Klotz, le révolutionnaire Klotz, qui voulait un monde unifié, une république universelle, comme il dit, et l'Europe, et l'Amérique, et l'Asie, et l'Afrique, divisée, je le cite, en 1000 cases départementales, avec une population mélangée, où on doit rougir du mot étranger. Et déjà, et c'est ça que j'ai montré dans ce livre, dans le chapitre 3, qu'il y a, dans les instants de la Révolution de 89, tous les éléments de la gouvernance mondiale et l'encouragement à l'immigration. Je laisse au lecteur le soin de découvrir comment ça a été enclenché. Et je cite simplement un député qui s'appelait Adrien Duport, qui disait, je cite de mémoire, « Les musulmans, les ottomans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. » C'est très intéressant de voir ça.
on a l'origine de l'immigration de la Révolution française. J'aimerais qu'on revienne, Pierre Hilard, à votre ouvrage en lui-même, physiquement, avec cette couverture. On y voit, je pense qu'on mettra ça en post-production, on y voit donc une sorte de créature ailée, genre humanoïde, reposant sur une pyramide à 4 faces. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette sculpture? Oui, alors donc sur la couverture du livre, mais aussi en couleur, il y a plusieurs photos en couleur. C'est en fait l'Angelo della Luce, l'ange de lumière, qui se trouve dans une église italienne à Rome. Et ça fait à peu près 2,50 m de haut. C'est Satan, Angelo della Luce, sur une pyramide. Là, je pense qu'on doit comprendre. Mais qu'est-ce que ça fait dans une église? Eh bien, c'est tout simplement l'intrusion du satanisme dans les instances de l'église. Et j'ai montré cela, entre autres, mais je parle entre autres du cardinal Rampolla, qui était un agent du système, qui est mort en 1913, et qui a joué un très grand rôle dans la préparation des instances de l'Église en faveur de Vatican II. Et j'ai montré que cet homme-là avait travaillé main dans la main avec, Joseph Ratzinger, qui est plus important que Jean Monnet, Schumann, etc. Donc tout ce qui est satanisme est en lien avec gouvernance mondiale et organisation administrative de blocs continentaux. Voyez-vous, le problème, lorsqu'on parle de la gouvernance mondiale, il faut voir, certes, l'aspect matériel, mais il faut voir aussi la tournure d'esprit des personnes, leurs référents religieux et philosophiques. Il y a une formule que j'utilise, vous nous expliquez que l'Église est infiltrée par les satanistes, quand même, les téléspectateurs qui nous regardent, ils vont se dire, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, la formule que je voulais vous donner, de l'esprit dépend la matière. C'est-à-dire, quand on veut connaître par exemple quelqu'un, on ne regarde pas son compte en banque, on regarde son origine sociale. Eh bien, là, le satanisme, quand vous avez cette pyramide avec cet ange luciférien, c'est mauvais signe. Et en particulier, ça se greffe avec la maçonnisation de l'Église. Et j'ai en particulier publié le document original, sorti en septembre 1978 en italien, de toute la liste des prélats français et italiens, francs-maçons avec leur numéro de matricule. C'est un avocat italien qui s'appelait Pecorelli qui a balancé ça, il faisait partie de la loge P2. Et bon, quelques mois après, il s'est fait buter de 4 balles dans sa voiture. Donc il faut voir les référents. Le reproche que je fais aux personnes qui étudient le mondialisme, la gouvernance mondiale, ils voient l'aspect matériel. Certes, il faut le voir. Et quand je vous ai parlé, par exemple, de la gouvernance mondiale pour la monnaie mondiale, je vous ai donné la pondération des différentes monnaies. Donné par le FMI, c'est du matériel, mais il faut comprendre... Pour aller au bout, il faut aller dans le monde spirituel, le monde surnaturel. Il faut comprendre les référents spirituels et philosophiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui ne sont pas les mêmes quand on est protestant, pas les mêmes quand on est catholique, pas les mêmes quand on est musulman, pas les mêmes quand on est juif, etc. C'est ça. C'est comme je vous dis, quelqu'un, on est fils d'ouvrier ou fils de grand bourgeois, on n'a pas la même mentalité. Il faut comprendre l'origine sociale d'une personne et son enfance pour comprendre son comportement d'adulte. C'est pareil pour un système politique. Le sous-titre, Pierre Hilard, de votre ouvrage, c'est « De la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament ». Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Quel camp elle oppose? Alors, j'ai voulu montrer que la situation actuelle repose sur, des mots anciens. Et en particulier, je me suis occupé à montrer que dans l'Ancien Testament, vous avez en filigrane tout ce qui va annoncer la gouvernance mondiale. Et dans l'Ancien Testament, vous avez un peuple qui a été sélectionné en faveur de l'incarnation, qui est le peuple hébreu. Et ce peuple hébreu a refusé, sauf évidemment quelques juifs, à reconnaître le Christ comme Messie. Et après sa mort et sa résurrection pour ceux qui croient au Christ, eh bien vous avez eu un nouveau judaïsme qui a été créé, le Talmud, entre le 2e et le 6e siècle, et qui s'est créé en opposition, et uniquement en opposition au catholicisme. Ce Talmud, lui, il s'est opposé, qui est le code civil, politique et religieux, il s'est construit en opposition uniquement au catholicisme, et je précise bien dans le livre, ce nouveau judaïsme s'est construit en opposition au catholicisme, pas l'islam, parce qu'entre le 2e et 6e siècle, l'islam n'existe pas. Et d'ailleurs, les préceptes clés de l'islam sont en harmonie avec le nouveau judaïsme. Le Dieu unique, pas de péché originel, refus de l'incarnation. Donc l'islam ne gêne pas. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et ces gens-là ont ensuite élaboré des systèmes de pensée qui ont eu des répercussions dans le domaine politique. Et c'est ça que j'ai expliqué, en sachant, pour ceux qui nous écoutent, que ce livre, il y a à peu près 240 pages de rédaction de ma part, et vous avez 540 pages de pièces d'archives, à peu près 40, français, anglais, allemand, italien, hébreu, et pour toutes les langues étrangères, elles sont
intégralement traduites en français par des professionnels, et ce sont des pièces d'archives, je tiens à préciser, détonnantes. Pierre Hillard, surtout la une. Non, je laisserai aux téléspectateurs le soin de découvrir par eux-mêmes ce qu'il y a dans votre ouvrage. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, Pierre Hillard, il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui laissent présager l'arrivée de ce Messie qui serait donc le Christ. Or, les Hébreux n'ont pas cru au Messie, au Christ en tant que Messie. Donc, oui. Comment est-ce que vous expliquez le fait que les Hébreux n'aient pas vu dans le Christ le Messie? Alors, effectivement, vous avez de nombreux textes qui annoncent l'arrivée du Messie. Je pense par exemple au prophète Michée qui annonce au 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ la naissance de ce Messie à Bethléem. Vous avez les fameux oracles du prophète Isaïe, entre autres les oracles 8 et 9, qui annoncent l'arrivée du Messie, qui portera l'empire du péché sur ses épaules, etc., etc. Alors, c'est ce que j'explique. J'ai trouvé les documents qui expliquent le comportement du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la magistrature supérieure du monde hébraïque, du temps de l'Empire romain, qui donc dirigeait cette communauté juive. Et pourquoi cette élite, ces représentants juifs se sont opposés au Christ? Il y a 4 documents qui ont littéralement marqué ces élites juives entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ et qui, pour faire très court, rejettent l'idée d'un Messie souffrant au profit d'un Messie guerrier au service uniquement de la gloire d'Israël. Et ce sont des documents, à ma connaissance, qui sortent pour la première fois, et il y en a 4 autres qui sont apparus durant le 1er siècle après Jésus-Christ, qui expliquent ensuite la création du Talmud en lien avec la Kabbale. La Kabbale qui est l'interprétation ésotérique du Talmud. Et en fait, cette Kabbale est déjà annoncée dans Isaïe, dans les oracles 8 et 9, lorsqu'il parle des Obotes et des Iidonymes. En fait, c'est l'ancêtre de la Kabbale. Ça s'appelle les devins nécromanciens. Il en est un au XVIIIe siècle, Pierre Hillard, qui va affirmer être le Messie. Il s'appelle Jacob Frank et vous dévoilez dans votre ouvrage la charte, en tout cas l'idéologie de ce personnage. Est-ce que vous pouvez la développer? Alors oui, ce que je disais, il y a à peu près 40 pièces d'archives, vraiment des documents exceptionnels, mais il y en a une. Il y a une pièce d'archive qui sort pour la première fois en France. Lorsque vous avez le christianisme, vous avez la Bible, pour le nazisme, Mein Kampf, pour l'islam, le Coran, eh bien, j'ai obtenu les originaux, écrits de la main de Jacob Frank, de sa doctrine, 1767, 1768 et 1800. En fait, c'est une équipe d'universitaires américains qui a trouvé ces originaux, donc ils sont en hébreu, écrits de la main de Jacob Frank et de ses disciples, il y en a 3. C'est écrit en hébreu, c'est entièrement traduit en anglais et expliqué sur 25 pages, la pensée de Jacob Frank sur 25 pages, et ensuite tout ça, évidemment, traduit entièrement en français. Et en fait, dans cette pensée franquiste, on a l'annonce de l'assujettissement de l'Église, et ça va donner Vatican II, dans le domaine spirituel, et on a l'annonce en particulier des néoconservateurs américains. On comprend la politique des néoconservateurs américains quand on connaît la doctrine franquiste écrite de sa main. Et on comprend aussi les bagarres internes entre factions juives. C'est ce qui s'est expliqué en toutes lettres dans cette doctrine et merveilleusement bien expliqué par cette équipe d'universitaires américains de Cincinnati. Et c'est une pièce d'archives unique qui sort pour la première fois en France avec les originaux photographiés.